Alors, vous avez entendu le témoignage poignant de Stéphane Didier, professeur d'histoire-géographie au collège, menacé parce que, justement, il a tenté d'organiser ces échanges autour de la mort de Samuel Paty. Et visiblement, ça ne plaît pas à tous les élèves. Alors, la question que je voudrais poser tout de suite à mes deux invités, Stéphane Didier et Sophie Audugé, qui nous a rejoints, est-ce qu'il est encore possible d'organiser, parce que Jean-Michel Blanquer veut que demain, 1 heure de cours soit consacrée à un temps d'échange pour travailler sur l'esprit critique, la place du professeur, la liberté d'expression. Est-ce que ça va être vraiment possible d'organiser ce débat, enfin ce temps d'échange dans toutes les écoles et partout dans toutes les classes? Je me tourne vers Sophie Audugé. Bonjour. Bonjour à tous. Écoutez, il est évident qu'il faut faire cet hommage, en fait, cet acte ignoble, inimaginable il y a un an, de voir un professeur assassiné dans des conditions absolument atroces à côté de l'école, potentiellement, évidemment, face à des élèves qui sortaient de leur établissement, des élèves de 6e, de 5e, on a 11 ans, on a 12 ans. Je pense que cet acte inconcevable, on est quand même aujourd'hui face à une réalité qui a été déniée par les institutions, qui avait été dénoncée depuis déjà extrêmement longtemps. Les enseignants avaient alerté de multiples manières. Il y avait eu beaucoup de lanceurs d'alerte, vous pensez, sur ce sujet? Il y a eu énormément de lanceurs d'alerte. Il y a eu des professeurs, il y a de très nombreuses années, ont commencé à dire attention, là il se passe quelque chose, on n'est plus uniquement dans des enfants qui fichent le bazar en classe, on n'est plus uniquement sur des enfants qui sont des décrocheurs, on commence à avoir des remarques qui sont du registre religieux, on se sent pas capable ou démuni parce que quelque part nous on est enseignants et même, je dirais, l'ensemble du corps professionnel de l'éducation, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens qui sont sur le terrain, pas les gens qui sont au-dessus de la réalité concrète. Bah oui, il y a quand même un déni incroyable. L'agression de la professeure, il y a quelques jours, on a des élèves qui ont leur téléphone, qui filment, qui ont des écouteurs sur les oreilles. Enfin, on a laissé faire des choses. C'est vrai que l'image de cette agression, cette vidéo, j'imagine que beaucoup l'ont vue, beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui. Je peux raconter, on voit un élève qui veut sortir de la classe, la maîtresse qui se met devant la maîtresse, pardon. Non, une professeure, il a 18 ans, le jeune. La professeure. Ça, c'est mon vocabulaire de maman. La professeure qui se met devant la porte pour l'empêcher de sortir. Il lui dit, sur le Coran, laisse-moi sortir. Elle ne le laisse pas sortir. Et puis, pouf, il ouvre la porte. Il la fait tomber avec la violence de la porte qui s'ouvre. Et alors, on voit, et en plus de cette agression qui est déjà très, très violente en soi, et des paroles qui sont proférées, il y a aussi l'ensemble de l'ambiance de la classe. Moi, je trouve qu'il est aussi terrible. On voit, alors tout le monde se tient n'importe comment. En effet, comme vous le dites, il y a des écouteurs. Il y en a 3 avec des téléphones. Il y en a qui sont renversés sur leur chaise. Et ça, c'est une classe aujourd'hui. C'est une classe aujourd'hui. Donc, le fond du problème, il est là. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut faire un hommage. Évidemment qu'on va tous le faire. Nous, SOS Éducation, on fera évidemment 1 minute de silence demain parce que c'est essentiel de ne jamais oublier qu'on a laissé faire des choses qui ont pu à un moment faire qu'on assassine en France. Vous voyez, on est en France. On a assassiné un professeur d'histoire-géographie qui faisait son métier, qui faisait ce qu'on lui avait demandé de faire. On lui a demandé d'enseigner la laïcité. On lui a donné des exemples de processus, de pédagogie, de choses à montrer, etc. On a oublié que quand on demandait ça à cet enseignant, on le mettait en danger. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'on a un tel délitement de l'institution scolaire, on a une telle baisse du niveau général, que les enfants ou les jeunes avec lesquels on va engager le questionnement et l'explicitation sur la laïcité n'ont pas le niveau pour aborder des concepts aussi pointus, aussi précis. Quelle est la différence de ne pas critiquer une religion ou de pouvoir critiquer une religion et ne pas critiquer la personne qui croit? On est dans des subtilités, si vous voulez, de compréhension, d'abstraction et de concepts qui nécessitent une maîtrise de langage absolument parfaite. On n'a plus cette maîtrise du langage. Donc à partir du moment où on n'a plus cette maîtrise du langage, on ne peut plus aborder des concepts aussi pointus. C'est tout le système qui est en délitement aujourd'hui. Donc est-ce que finalement tout le système de l'éducation nationale ne se cache pas d'ailleurs à un professeur en lui disant avance même si le terrain est miné? Est-ce que c'est pas un peu ça? Alors je pense que c'est pas aussi intentionnel que ça. Évidemment, je pense pas qu'on pourrait dire une chose aussi affreuse. C'est que finalement on envoie
au charbon nos professeurs et que tout ça s'est organisé par une institution. Néanmoins, les professeurs le ressentent d'une certaine manière comme ça. Parce que évidemment, et je vais faire un lien, je suis désolée, mais avec la circulaire de Blanquer sur l'accueil des enfants transgenres où on aurait pu se limiter à une explicitation de la situation et de dire, écoutez, ayez un accueil chaleureux, ayez un accueil compréhensif, ne jugez pas violemment ces enfants. C'est déjà le cas et la mission première de toute façon du professeur. Absolument. Ce qui est déjà le cas. Mais à la limite, s'il fallait le réécrire, il aurait pu écrire quelque chose en quelques lignes. 11 pages, d'accord 11 pages, où on demande à un enseignant de s'engager sur le terrain de l'intime, c'est-à-dire de recevoir la parole d'un enfant, quelle que soit, pour le coup, sa religion, voyez, où il va devoir avoir une écoute compréhensive parce qu'il doit accepter le fait que c'est tout à fait normal que le jeune, à n'importe quel âge, qu'on est dès la primaire, même dès la maternelle, parce que l'enseignement primaire commence à la maternelle en France. Et donc, si vous voulez, là, on considère qu'on peut demander à des professeurs d'aller sur des questions d'écoute de jeunes qui se posent des questions sur leur identité de genre, sans nécessairement en parler aux parents si l'enfant ne le souhaite pas. C'est-à-dire qu'on va mettre les professeurs dans des conditions qui sont extrêmement complexes, d'abord qui ne ressortent pas de leur métier, mais qui peut également les mettre en difficulté. Et alors là, moi je veux dire, avec la situation qui est celle de la France aujourd'hui dans certains établissements, avec des actions vraiment pro-islamisme radical, évidemment que les professeurs vont pas le faire. Évidemment qu'il n'y a pas un professeur qui va aller sur ce terrain-là avec un jeune dont il sait que les parents sont musulmans et voire avec une pratique très affirmée de leur religion, notamment parce que le jeune peut pas aller en sport, parce que le jeune est absent quand on traite certains sujets en SVT, etc. Ça, c'est une réalité du quotidien. Donc évidemment qu'il faut rendre hommage à cet homme extrêmement courageux qu'est Samuel Paty. Évidemment qu'il n'imaginait pas que sa vie était en danger. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un énorme déni de nos politiques qui refusent de voir la réalité parce que quelque part, ça remet en cause des choix politiques qu'ils ont faits, qui étaient des choix d'erreur. Il y a un énorme problème d'autorité à l'école. Aujourd'hui, il est aberrant que des élèves puissent filmer en classe des scènes comme ça. Oui. Je veux dire, moi, je comprends pas que le ministre n'ait pas dit, bon, ok, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave. Tous les téléphones portables sont interdits des lycées pendant 1 mois. Je fais une réunion. Mais même dans l'absolu, pourquoi ces téléphones portables ne restent pas dans un sac à l'entrée de la classe? Nous d'ailleurs, à mon époque, quand on passait des examens, etc., le sac restait à l'entrée de la classe avec le téléphone et tous les objets. Alors moi, j'ai connu une époque un peu plus ancienne où les téléphones n'existaient pas. Je peux dire qu'on était bien plus heureux. Était encore plus simple. Non, mais si vous voulez, parce que la question qui se pose aussi, c'est tout à fait l'affaire de Samuel Paty. C'est que c'est pas que Samuel Paty dans sa classe. C'est du mensonge, c'est-à-dire un élève qui n'est pas là, qui dit qu'il est là. C'est les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, il touche évidemment les enfants, mais il touche également les professeurs. C'est des directions d'établissements qui sont complètement démunies, qui sont perdus, qui ont peur, qui ne savent pas comment vont réagir les parents. C'est une posture de parents qui a évolué dans quelque chose qui ne devrait pas être. On n'a plus l'autorité qu'on avait pour les enseignants. Enfin, tout ça est intégralement à reconstruire et je crois qu'il faut là d'urgence remettre en place une autorité de l'institution. C'est pas que du professeur, une autorité de l'institution, une autorité du professeur. Les élèves doivent se tenir correctement en classe, dans l'enceinte de l'établissement. Je lisais dans la circulaire dont j'ai parlé sur le genre, Blanquer sur le genre, où il faut il faut reprendre tout jeune qui proférerait des insultes sur l'identité sexuelle ou d'homophobie, etc. Mais enfin, pardon, mais c'est toutes les insultes. On va pas identifier des typologies d'injures. Tous les actes violents. Je crois qu'il faut aujourd'hui, compte tenu de la situation, arrêter le déni. Et même si c'est une phase transitoire, il faut aborder une politique de zéro tolérance. Zéro tolérance aux injures, zéro tolérance à des comportements violents. Être beaucoup plus strict qu'on ne l'est aujourd'hui parce que de toute façon, les enfants n'ont plus le niveau pour aborder ces concepts-là. C'est une évidence qu'il faut qu'on leur remette les règles de base qui sont celles de l'école. Et ce serait leur rendre service. On dit toujours, on a eu cette mentalité de mais non, faut pas être trop dur avec des élèves qui ont des difficultés. Mais non, pour leur rendre service, il faut les remettre dans le cadre. Je vais quand même donner la parole à Stéphane Didier qui nous écoute depuis tout à l'heure, donc professeur d'histoire-géographie. Comment vous réagissez-vous aux propos de Sophie Auduger? Plus d'autorité, manque d'autorité de l'institution, manque d'autorité des professeurs. Vous êtes d'accord avec le zéro tolérance? Dans les propos de Sophie, bonjour Sophie. Bonjour. Elle a évoqué plusieurs choses. Oui. Bon, il y a le problème de l'autorité, effectivement. Mais justement, il y a un double discours de l'éducation nationale et du ministère. Nous, professeurs d'histoire-géographie, on nous dit
sur les plateaux télé et dans leur plan de communication, on prône une mobilisation sur les valeurs d'un côté. Oui. Mais on a une inspection qui, derrière nous, exige de nous de ne pas en faire trop dans la défense de celle-ci. Vous voyez, on est dans une position totalement schizophrène. Je voudrais ajouter autre chose également. Les professeurs d'histoire-géographie et d'autres ne sont pas préparés dans leur formation au repli identitaire et ne connaissent rien de l'idéologie islamiste ni de son projet politique. Aucune formation n'est proposée là-dessus. D'accord ? Alors, ça, c'est le premier élément. D'accord ? Et d'autre part, je m'excuse de le dire, mais je vais soulever un problème cruel. La réalité, c'est que beaucoup de chefs d'établissement ne veulent pas de vagues. D'accord ? Et pire que ça, d'accord, ils mettent la poussière sous le tapis dès qu'il y a un problème. Hein. Et même au niveau de l'inspection, il suffit de citer le livre de David Dinota. Hein, j'ai exécuté un chien de l'enfer. Si on regarde une des pages, l'examen du rapport examiné par David Dinota, hein, dans cet ouvrage, on a la note d'un inspecteur R, issu de l'inspection générale, qui est paru le 3 décembre, après la mort de Samuel Paty. Et dans cette note du rapport officiel, il est écrit « Samuel Paty a du mal à percevoir qu'il a fait une erreur ». Donc, l'inspection générale s'est concentrée sur l'erreur de l'enseignant, la supposée erreur de l'enseignant, mais rien sur les parents, ni sur l'élève qui a menti. Donc, le but, c'est quoi ici ? C'est d'enfermer l'enseignant dans un piège pour le sacrifier sur l'autel du vivre ensemble et sur l'autel de la bienveillance. Il ne faut surtout pas de vagues. Et Paty a reçu de fortes pressions de sa hiérarchie. On lui a imputé l'utilisation des caricatures de Charlie Hebdo comme support pédagogique, froissant ainsi les élèves, je cite, et leurs parents. Ce sont les propos écrits par cet inspecteur-là. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais sur le professeur qui est envoyé en premier plan. D'accord. Et ambigu dans ce rapport-là. Ça c'est évident. Hein. Donc, du coup, on ne sait plus comment se placer. Face au problème de l'islamisme, il ne peut y avoir que deux positions. Il ne peut pas y avoir un entre-deux. Soit on est contre l'islamisme radical, l'islamisme politique, qui entre dans nos classes, d'accord, et qui veut faire la loi, soit on est de leur côté, mais on ne peut pas naviguer entre les deux, parce que cette position-là est totalement illisible par l'opinion, d'accord, et elle est totalement intenable. Et là, l'institution, elle est fortement ambiguë là-dessus. Et d'ailleurs, Didier Lemaire, dans son livre Lettres d'un hussard de la République, nous dit que en se réfugiant dans l'émotionnel de la commémoration, ça c'est bien ce qu'il a dit, certes, c'est absolument nécessaire, ce meurtre est particulièrement horrible dans sa définition même, mais je pense qu'on s'achète une bonne conscience un peu facilement en se réfugiant dans l'émotionnel, mais derrière, il n'y a rien qui est mis en place concrètement pour lutter contre l'entrée des appartenances religieuses dans nos écoles. Et c'est là où il y a un vrai problème. Hein. Moi, j'ai entendu hier au Sénat le ministre de l'Éducation qui a répondu à une question posée par un député centriste. Hein. Il a énuméré en 5 points les questions. Alors, je vais en terminer là-dessus. Hein. À la question du député centriste Pierre-Antoine Lévy, le ministre a répondu « Je refuse de rentrer dans les détails des mesures mises en place ». Déjà, il balaye d'un revers de main la question. 2. Il prétend agir sur toutes les dimensions du problème, mais sans en préciser une seule. 3. Il prétend ne plus mettre les problèmes sous le tapis. Or, moi, de décembre 2020 à juillet 2021, tout a été fait pour ne pas résoudre mon problème. J'ai été seul. Oui. Non, mais vous êtes la preuve, Stéphane Didier, que et j'en termine là. Oui. Des équipes appelées dispositifs carrés républicains sont censées venir dans les collèges et les lycées pour soutenir les enseignants aux prises avec ces atteintes dans l'exercice de leurs fonctions. Je n'ai jamais vu arriver cette équipe. Jamais. Rien n'est arrivé. Et enfin, il prétend qu'il porte un soutien à tous les enseignants. Vous savez, si vous savez le soutien que j'ai eu, j'en ai eu un seul. Voilà ce que m'a envoyé le rectorat. Un numéro de téléphone pour avoir un psychologue en ligne. Point barre.
Oui, pas de vague, appelez un psy, ça ira mieux. Et puis, ce que vous avez dit, les effets d'annonce, on a vu d'ailleurs au début à la rentrée, la campagne sur la laïcité, donc tout ira mieux. Maintenant, on a fait une campagne. Et puis, comme vous le dites, maintenant, aujourd'hui, l'hommage, donc beaucoup d'émotions, on joue sur l'émotionnel, mais on joue exclusivement sur l'émotionnel. Que font les institutions derrière, oui. Alors, voilà, et c'est ça. Et quelque part, l'éducation nationale s'achète une paix sociale en procédant de cette manière-là. La vérité, c'est que face aux appartenances religieuses qui rentrent dans nos écoles, l'école elle seule ne peut pas répondre à ce problème-là. Alors, ce n'est pas possible. C'est une bonne question que vous soulevez, Stéphane Didier. Je veux dire, on traite les effets, mais on ne traite pas les causes. Stéphane Didier, je vais demander justement à Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, de répondre à cette question que vous soulevez. Est-ce que l'éducation nationale aussi, est-ce que on ne demande pas un peu trop aux professeurs maintenant de régler tous les problèmes de genre, les problèmes de laïcité, tout ça parce qu'en fait on a une jeunesse en déshérence qui manque de cadre et donc c'est maintenant à l'éducation de tout gérer. Alors je pense qu'il y a plusieurs sujets dans votre question. Moi j'étais justement hier encore avec une enseignante de CP avec laquelle on échangeait sur un certain nombre de sujets, notamment l'apprentissage de la lecture, qui est quand même la base de tout. Et on a évoqué rapidement la circulaire sur le genre. Et elle me disait, écoutez, moi j'ai découvert avec vos messages, parce que sinon je ne l'aurais pas découvert. D'accord ? Bon, elle est éducation nationale. Donc en fait, ils ne les lisent pas, parce qu'évidemment, ils vont pas lire 11 pages, parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Et elle me disait, ce qui vraiment caractérise les dernières années, c'est tout ce qui est fait pour nous détourner de notre mission première. Elle dit, on s'en rend bien compte. En fait, les seules choses qu'on nous demande, c'est de ne pas faire notre métier. Elle dit, moi, je ne sais pas, en fait, faire autre chose, et je suis pas là pour ça. C'est-à-dire pour apprendre à mes élèves à lire. Je veux dire, ils doivent savoir lire en décembre. C'est ce à quoi on s'emploie tous les jours par 1000 manières, avec évidemment l'expression orale, l'apprentissage de l'écriture, mais également avec la posture. On en parlait tout à l'heure. C'est une enseignante qui prend le temps chaque jour de faire découvrir aux enfants mon coude, etc. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, elle va expliquer qu'il y a une motricité, que cette motricité, elle va se mettre en œuvre dans le geste d'écrire, que pour ça, l'élève, il doit être installé, que s'il est mal installé, il n'écrira pas bien, il aura éventuellement mal à la main, et que tout ça, c'est un travail qui demande 100% du temps scolaire. Donc à partir du moment où on leur demande autre chose, c'est soit ils le font pas, et ils se mettent en danger parce qu'avec ces circulaires, il faut quand même être clair. C'est exactement ce qu'expliquait Stéphane, c'est que le parent aujourd'hui peut très bien aller porter plainte en disant, ce qui est d'ailleurs le cas de cette enseignante avec laquelle j'étais en ligne hier, c'est-à-dire qu'il y a une jeune fille qui attaque les garçons et qui se fait prendre des coups par les garçons, et les parents sont venus se plaindre parce que la jeune fille considère qu'on lui dit que les filles sont aussi fortes que les garçons et que finalement la maîtresse lui a dit, écoute, arrête d'aller les chercher parce qu'évidemment ils te rendent des coups. Voilà, ils sont en train d'essayer de faire une action contre cette professeure pour lui dire, vous avez dit à ma fille qu'il fallait pas qu'elle aille voir les garçons, sinon elle prenait des coups alors qu'elle est aussi forte que les garçons. Et on est dans un truc qui est absolument surréaliste. Alors après, votre deuxième question, c'était par rapport à ce délitement de la société, délitement global. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Parce que là, quand vous racontez par exemple les parents qui viennent porter plainte pour des délires, excusez-moi, on se dit que c'est toute notre société qui tourne pas rond. Non mais c'est toute la société, sauf qu'on avait, je crois vraiment qu'il faut en revenir à ça. On avait une école qui était une institution. Une institution qui a été faite par des gens qui pensaient l'avenir de la société pour que tous les enfants accèdent au savoir, et notamment les enfants des milieux les plus populaires. On se rend compte qu'à travers des politiques où on a fait croire que l'école française est une école d'élite, et où on a essayé d'instaurer des méthodes contraires, où on disait l'enfant peut apprendre tout seul, où on faisait l'apologie de l'enfant roi, finalement, ceux qui payent le plus cher, ce sont évidemment les enfants des milieux les plus défavorisés. Et c'est eux qui n'auront aucun moyen de se réaliser et d'acquérir ce que pouvaient acquérir nos parents ou nos grands-parents, c'est-à-dire une maîtrise de la langue, une capacité à penser le monde, parce qu'ils ont acquis évidemment une compréhension et une maîtrise des mots, du vocabulaire et de la pensée, si vous voulez, qu'aujourd'hui on n'a plus du tout. Donc moi je pense que l'énorme problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a oublié la formule pourtant que le ministre cite à toutes les occasions, c'est-à-dire la formule de Jean Zay, c'est que l'école est un sanctuaire inviolable où les querelles des hommes n'ont pas à rentrer. L'extérieur peut être violent. L'école, elle doit pas être violente. C'est-à-dire que l'enfant qui rentre dans l'école, il rentre et il doit savoir que les problèmes qu'il a à la maison, là, il va être dans un endroit de paix, un endroit où il est aimé, un endroit où il va pouvoir apprendre et où il va pouvoir se réaliser. Et ça passe effectivement par des cadres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il faut restituer ces cadres. Je pense que
Je ferais finir sur une note optimiste parce que c'est vrai que c'est très difficile d'avoir une note optimiste. Et puis après, on va conclure cette table ronde. Voilà, mais je crois qu'il faut rester optimiste. Je pense qu'on a les moyens en France de remettre en place une école qui replace l'autorité de l'institution, l'autorité de la professeure. Il faut enlever toutes les heures de rien. Il faut enlever tous les sujets qui n'ont rien à faire dans l'école. Il faut pas demander aux professeurs de faire des interventions sur des sujets sur lesquels ils ont ni le CAPES ni l'agrégation, parce que quand même, s'ils sont professeurs, c'est parce qu'à un moment, ils ont le CAPES ou l'agrégation. Or, il n'y a pas de CAPES sur le genre, puisque les médecins sont pas d'accord, donc il n'y a pas de CAPES sur le genre. C'est pas leur mission, en fait. C'est pas leur mission, et c'est pas des sujets sur lesquels on a des dispositifs d'enseignement qui permettent d'enseigner à des élèves des savoirs. Écoutez, je vais vous dire, ma note d'optimisme à moi, c'est justement de vous avoir entendu, et Sophie Audugé, d'avoir entendu la façon dont vous cerniez les problèmes. Je pense qu'une fois qu'on a bien cerné les problèmes, quand même, la solution est déjà à moitié résolue. Enfin, le problème est déjà à moitié résolu. Donc, merci à vous, Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Merci à vous, Stéphane Didier, professeur d'histoire-géographie. Oui, est-ce que je peux dire un dernier mot? Allez-y, on vous écoute, oui. Je voulais dire à tous mes collègues enseignants qui font l'objet de menaces, de ne pas hésiter à contacter Charlie Hebdo et Laure Dossi, qui a fait un travail remarquable sur son dossier de Charlie Hebdo hier, et de ne pas avoir peur de parler, parce que certes c'est risqué. Je fais l'objet, pour ma part, j'ai fait l'objet d'une protection. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut ne pas avoir peur de parler à visage découvert et de dénoncer cet aveuglement institutionnel qui a conduit l'institution scolaire à ne plus se soucier de la sécurité de l'enseignant. Et puis il y a quand même encore quelques syndicats qui fonctionnent, notamment Action et Démocratie, que vous connaissez, Stéphane Didier. Oui, avec René Chiche, que je connais bien. Il faut le rappeler aussi. Voilà. Finissons sur ces touches optimistes. Merci à vous deux en tout cas. Merci Clémence, merci à tous. Et puis nous redonnons la parole